16 décembre 1944. Fleury des Ardennas, Belgique. La neige était lourde ce matin-là, noyant le bruit des bottes allemandes qui progressaient à travers une végétation gelée. Mais pour l'Oberst Heinrich Weber, commandant du 347e régiment populaire de Granadero, le froid pointu était le plus petit des problèmes après ce qu'il avait été témoin quelques heures plus tôt. Ces soldats squelettiques avec des cercles sombres profonds ont dévoré les rations américaines capturées comme des loups affamés. Certains ont pleuré pour voir les barres de chocolat, le vrai café et le pain blanc. Un jeune homme recruté avait à peine 18 ans, il a suivi un laiton de chair avec de grands yeux, marmonnant et muté. Avant de s'effondrer, épuisé. VB, un vétéran de la guerre de 3 ans, des victoires euphoriques au retrait dévastateur de la Russie, n'avait jamais ressenti un coup aussi dévastateur que cela. Ce n'est pas seulement l'abondance de la nourriture qui l'a ébranlé, mais la révélation brutale de ce que cela signifiait pour le sort de l'Allemagne. C'est l'histoire de la façon dont un train capturé a exposé, aux yeux allemands, la puissance industrielle des États-Unis, et en tant que fonctionnaire, dans un moment de lucidité terrifiante, s'est rendu compte qu'il n'était pas assisté au début de la fin, mais la confirmation que la fin avait toujours été inévitable. L'hiver de 1944 a été l'un des plus rigoureux d'Europe depuis des décennies. Pour l'armée allemande, cependant, ce n'était pas seulement une autre saison cruelle, c'était le prélude d'un effondrement. Jusqu'en décembre, où Wehrmacht s'était retiré pendant plus d'1 an, échangeant les offensives dévastatrices de 1940 à 1941 pour des contre-attaques désespérées et des défenses de plus en plus fragiles. Le contraste était terrifiant. Au cours de ces premières années, les troupes allemandes ont été interdites de vin français et de fromage néerlandais alors qu'ils avançaient. Les documents historiques révèlent que les dirigeants nazis se sont efforcés de garantir des rations généreuses pour les soldats et les civils allemands, le pillage des territoires a non seulement conquis non seulement pour nourrir la population, mais dans le cadre d'une stratégie calculée pour condamner des millions à la faim. Ces temps d'abondance étaient cependant devenus de la poussière. Lorsque le régiment Weber est arrivé à la frontière belge, ces hommes ont survécu avec des miettes. Les rations officielles, 25 onces de gris de seigle, 6 à 10 jaguars de viande ou de saucisses en conserve, une poignée de légumes, un demi-jaguar de margarine et un remplaçant de café, étaient en pratique une fiction. Les lignes d'approvisionnement, étirées par des centaines de kilomètres de territoire contestés, étaient constamment bombardées par les Alliés, qui avaient réduit les infrastructures logistiques allemandes en décombres. La machine de guerre autrefois invincible est maintenant restée unie par le désespoir et l'espoir de plus en plus faible d'une arme miraculeuse ou d'un coup d'état politique qui reviendrait à la marée. Adolf Hitler, isolé dans son siège social de Prusse orientale, a parié tout dans une dernière offre risquée, une offensive massive des Ardennas pour partager des armées alliées et reprendre le port stratégique d'Anvers. L'opération Wacht am Rhein, comme elle a été baptisée, est née de la conviction de Führer que l'alliance entre les Américains et les Britanniques était fragile, qu'un coup décisif pouvait le fracturer et forcer la paix négociée. Ces généraux, bien que sceptiques, savaient que remettre en question la stratégie était dangereux. Le maréchal Gerd von Rundstedt et Walter Model ont exprimé des réserves en particulier, mais ont compris le désespoir qui a ému Hitler. L'offensive nécessiterait tout ce qui reste de l'Allemagne, 200 000 hommes, 1000 réservoirs et pièces d'artillerie, rassemblés en secret derrière la ligne Siegfried. Encore plus critique était le stock de 5 millions de gallons de carburant, une quantité qui donnerait à peine quelques jours de combat. Le plan dépendait que les unités Panzer ont capturé des dépôts de carburant alliés au cours de l'avance, un détail qui a transformé l'opération en un jeu de roulette. Pour voir, les chiffres étaient implacables. Son régiment, comme la plupart des unités allemandes à la fin de 1944, était sous-didinant et mal équipé. Beaucoup de leurs soldats étaient des adolescents nouvellement recherchés à l'école ou des hommes plus âgés, arrachés aux usines et aux fermes. Des anciens combattants qui avaient conquis la Pologne et la France étaient morts ou emprisonnés dans les steppes russes. La situation des armes était la même que celle précaire, un mélange de fusils allemands, d'armes soviétiques capturées et de substituts de fortune. Les munitions ont été rationnées à l'extrême, chaque fusil n'a reçu que le minimum nécessaire, avec des ordres de prise de vue uniquement lorsqu'il n'y avait pas d'alternative. La seule radio qui a encore fonctionné a constamment échoué, le forçant à dépendre des messagers de pied ou des motos rouillées. Mais c'est la rareté de la nourriture qui a révélé, dans toute sa croix, l'état terminal de l'Allemagne. Weber n'avait pas vu de viande fraîche depuis des semaines. Ces hommes nourrissent de combinaisons de plus en plus créatives de substituts synthétiques, le pain était plus de la sucre que de la farine, du café une perfusion de glands et d'orge, et même la saucisse de l'armée omniprésente était devenue un souvenir lointain. Certaines unités, réduites à l'inanition, massacrent des chevaux non pas par la nécessité tactique, mais par une pure survie.
L'ironie était amère, ces mêmes bois où, en 1940, les soldats allemands avaient célébré Noël avec l'oie et le vin volé de civils français faisaient maintenant écho aux rêves de leurs hommes pour un mince bol à soupe et un morceau de pain noir. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'équipement industriel américain a travaillé à son plein. Bien que les civils aient fait face à un rationnement, sucre, café, viande et essence, ces restrictions étaient des mesures de l'organisation, et non manquantes. Le système de quotas américain visait à éviter les déchets et la garantie de la justice, pas à répondre aux besoins de base. Les soldats américains en Europe ont apprécié des rations qui, pour les Allemands, seraient un banquet de rois, barres de chocolat, cigarettes, vrai café, viande en conserve, fromage et biscuits dans les carrations, repas chauds avec ragoût de viande, légumes et desserts en serration. Un ancien officier allemand se souvient plus tard d'être paralysé devant une cantine américaine, indécis entre l'achat d'une glace ou une première délication de coq qu'il n'a pas vue dans sa patrie depuis des années. L'abondance, cependant, ne se limitait pas à la nourriture. Les lignes d'approvisionnement américaines intactes s'étendent des usines de Détroit et Pittsburgh pour combattre les fronts en Belgique. L'opération légendaire Red Ball Express, par exemple, a transporté plus de 400 000 tonnes de fournitures critiques entre août et novembre 1944. Les camions, les jeeps, les réservoirs, les munitions, le carburant, le matériel médical et les pièces de rechange ont coulé dans une rivière inépuisable. Les officiers du renseignement allemand ont été étonnés, des rapports sur la production américaine, une nation qui, tout en combattant sur deux fronts, pourrait encore inonder le champ de bataille de ressources que l'Allemagne, même à son apogée, ne pourrait jamais égaler. Cela bordait du désespoir. Pas pour la rareté, mais pour l'ironie cruelle de tout cela. Là, à quelques mètres de ces troupes affamées, il y avait des preuves concrètes de l'abîme qui séparait les deux armées. Alors que leurs hommes marchaient avec un estomac vide, portant des uniformes boiteux et se battant avec des armes qui ont souvent échoué faute de maintenance, l'ennemi a rejeté les ressources comme s'ils étaient infinis. Un soldat s'approcha, ses yeux larges avec incrédulité, tenant une boîte de jambon en conserve comme un trésor sacré. « Oberst, regarde ça, il fait encore chaud. » La chaleur résiduelle des repas préparés pour les troupes américaines qui ne les consommeraient même jamais. Weber a senti le poids de la responsabilité se resserrant sa poitrine. Il pourrait suivre le protocole, signaler la découverte, attendre les commandes, distribuer des fournitures en fonction de la chaîne de commande. Mais leurs hommes n'avaient pas le temps de bureaucratie. Certains se sont déjà effondrés sur le sol, déchirant l'emballage avec des mains tremblantes, dévorant de la nourriture comme si c'était le dernier repas. Du jugement final. Il a pris une décision en quelques secondes. Distribuer tout. Maintenant. Les boîtes ont été ouvertes au cou à baïonnette, les sacs de farine déchirés avec des couteaux de combat. Des hommes qui avaient survécu avec une tranche de pain noir et d'eau de neige sale pendant des jours maintenant farcis de chocolat, de pain en conserve et blanc, de leurs mains, les visages marqués par des larmes qui n'étaient pas seulement un soulagement mais une colère contenait. Les médecins du régiment, habitués à l'improvisation avec de la gaz sale et de l'alcool méthylique, appliquaient maintenant des sulfamides américains dans des plaies infectées, tandis que les infirmières distribuaient de la morphine comme s'il s'agissait de l'eau. Pendant un bref instant, ce gisement abandonné est devenu une oasis au milieu de l'enfer gelé des Ardennais. Mais l'euphorie était de courte durée. Pendant que ces soldats ont récupéré les forces, Weber a examiné les cartes capturées près des fournitures. Les marques de crayon ont indiqué des mouvements de troupes américaines qui n'étaient pas dans les rapports allemands. Des divisions blindées qui devraient être des centaines de kilomètres ont été redirigées vers le secteur. Pire encore, les ordres de retrait américains n'étaient pas chaotiques. Ils étaient stratégiques. Ils se retiraient sur des lignes de défense préparées, détruisant des ponts et des dépôts en cours de route, transformant le retrait en un piège logistique pour les Allemands avancés. Le carburant dont leur réservoir avait tant besoin était d'être brûlé ou saboté avant de pouvoir le capturer. Un lieutenant s'est approché, le visage encore sale de la suie et du chocolat. « Oberst, les Américains sont en arrière à Bastogne. Nos unités blindées demandent un soutien pour une attaque immédiate. » Weber regarda l'horizon, où le ciel commençait à éclaircir dans la neige. Je savais ce que cela signifiait. Bastogne n'était pas seulement une ville. C'était un nœud de route critique, un carrefour qui, s'il était maintenu par les Américains, couperait les lignes d'approvisionnement allemandes comme un couteau. Et si les rapports étaient corrects, le Saint-Ouen aérotransporté était déjà en route. Il lui serra les dents. L'offensive qui devrait être le coup final de l'Allemagne se transformait en course contre le temps, et le temps, comme toujours, était du côté de l'ennemi. « Préparez les hommes », ordonna-t-il sa voix rauque.
Nous avançons avant que la neige ne cesse de tomber. Lorsque le ciel nettoie, leurs combattants nous transformeront en cible. Alors que ses soldats traînaient pour former des colonnes, Weber a jeté un dernier aperçu des restes du gisement pillé. L'abondance américaine n'était pas seulement un symbole de supériorité industrielle. C'était une phrase. Chaque peu vide, chaque emballage déchiré, chaque miette de pain que ces hommes avaient dévoré était la preuve que peu importe jusqu'où ils se déplaçaient, la machine de guerre alliée les écraserait pour le simple fait qu'ils pouvaient se permettre de perdre. Et l'Allemagne ? L'Allemagne avait déjà passé sa dernière carte. Les fournitures. Ce n'était pas seulement la différence de ressources qui la terrifiait, mais la preuve que, bien que l'Allemagne déchiquetait des sacrifices, l'Amérique a vécu une guerre qui a à peine rayé sa routine. Ses annonces de voitures neuves, ses recettes avec du beurre et du sucre à l'aise, ses cartes se plaignant du manque de chaussettes en nylon, tout ont crié une vérité qui faisait plus mal que le froid tranchant, l'ennemi ne combattait pas le dos contre le mur. Il combattait ses mains dans ses poches, réservant de la force, produisant non seulement pour gagner, mais pour prospérer après la victoire. Et vos hommes ? Ces hommes ont maintenant marché avec leurs poches pleines de barres de chocolat qu'ils ont gardées comme reliques, sachant que chaque morsure était un prêt contre un avenir qui ne leur appartenait pas. Weber les regardait pendant qu'ils avançaient par la neige, les visages toujours marqués par la fin des mois. Mais les firmes sont des marches grâce à l'énergie volée de ces dépôts. Certains ont ri, d'autres chantaient doucement, comme si l'abondance temporaire pouvait tromper la mémoire du corps, qui savait déjà bien. J'aime la rareté. Mais il a vu au-delà de la façade. J'ai vu les doigts qui resserraient les canettes de nourriture trop durement, comme s'ils craignaient que le contenu ne puisse s'évaporer. J'ai vu les yeux furtifs sur les forfaits de cigarettes américains, calculant combien de jours dureraient, combien d'échanges pourraient être effectués par du pain ou des munitions. L'espoir que ces fournitures s'étaient allumées dans leurs soldats était aussi fragile que le rôle de l'emballage, et donc éphémère. Les ordres qui sont arrivés à la radio ont parlé d'avancées, de croix stratégiques prises, d'unités américaines en retrait. La langue était triomphée, mais Weber lia entre le désespoir d'un commandement qui savait, ainsi que lui, que chaque gain de kilomètre était un kilomètre de plus à se retirer plus tard. Le carburant manque de rapport, des embouteillages sur les routes étroites, les contre-attaques aériennes qui rugissaient à nouveau dans le ciel, tout cela était l'écho d'un système qui se désintégrait déjà. Alors que les Américains ont renforcé leur ligne à une vitesse qui a remis en question la logique, les Allemands dépendaient des réserves qui n'existaient pas, des promesses de fournitures qui ne sont jamais arrivées. L'offensive pouvait même sembler réussir sur le papier, mais sur le sol, entre la neige et les boues, c'était juste un autre spasme d'un corps condamné. Et puis est venu l'ordre de progresser vers le carrefour. Coordonné avec la 2e division Panzer, maintenez la pression. Des mots qui ressemblaient à une phrase. Weber a sauvé l'amertume de l'ironie, ces hommes, alimentés par la générosité de l'ennemi, devraient maintenant aider à écraser ce même ennemi. Mais quelle était vraiment l'alternative ? Dos ? Se rendre ? La machine de guerre allemande n'avait pas de marche, seulement l'équipement qui coule jusqu'à ce qu'ils se séparent. Il a donné le signal pour bouger, en regardant les soldats ajuster les ceintures, pleines de canettes qui n'étaient pas les siennes, des aliments qui ne leur avaient pas été rationnés. Ils ont porté le poids d'une défaite qui n'avait pas encore été annoncée, mais était déjà écrite dans chaque boîte de flux abandonnée, sur chaque camion d'approvisionnement brûlé, dans chaque carte américaine qui parlait d'un Noël avec des dindes et des cadeaux. Le vent hurla entre les arbres, portant des flocons de neige qui ont fondu dans les tuyaux chauds des armes. Weber a serré le collier de son manteau, sentant le froid pénétrer aux os. Ce n'était pas l'hiver belge qui le secourait à l'intérieur. C'était la connaissance que même si leurs hommes rêvaient du prochain repas, à travers l'océan, des usines entières ont travaillé sans arrêt, pas pour gagner la guerre, mais pour définir le monde qui viendrait après. Et l'Allemagne ? L'Allemagne n'avait aucun rêve à offrir. Seules les commandes. Juste de la neige. Seul l'écho lointain d'une abondance qui ne lui appartenait jamais. L'approvisionnement n'était pas seulement une question de chiffres, c'était une philosophie de la guerre. Alors que les Américains se sont battus avec la tranquillité de qui sait que chaque victime sera remplacée, chaque réservoir détruit, remplacé, chaque écart de l'écart, reconstitué, les soldats de Weber ont avancé comme des fantômes d'une armée qui avait déjà été condamnée par les mathématiques de rareté. Ce n'étaient pas seulement des dépôts pleins de canettes de jambon ou de camions alignés comme des promesses d'un avenir que l'Allemagne ne pourrait jamais offrir. C'était la certitude que, en revanche, la guerre n'était qu'une rupture de production, une parenthèse en abondance. Pour eux, la défaite ne signifiait pas la fin. Pour l'Allemagne, la victoire n'a même plus garanti la survie.
Le premier obus américain est tombé avant même que l'attaque ne commence vraiment. Ce n'était pas un tir de réglage prudent, calculé pour sauver des munitions, c'était une annonce. Un rideau de feu qui s'étendait à l'horizon comme si le ciel était déchiré par une main invisible, indifférente au coup. Weber a senti le sol trembler sous les bottes, a vu ses hommes rétrécir non pas par la peur, mais par la soudaine compréhension qu'ils faisaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas égaler. Ce n'était pas du courage qui manquait, c'était du poids. Le poids. Parmi les divisions blindées qui n'arriveraient pas, des avions qui ne décollent pas faute de carburant, les promesses qui ont évaporé comme la vapeur de respiration dans l'air froid. Lorsque l'infanterie a progressé, c'était avec la discipline de ceux qui savent déjà qu'ils marchent vers le sacrifice. Les parachutistes américains ne se sont pas retirés. Ils n'en avaient pas besoin. Ces mitrailleuses crachent des tirs ininterrompus, comme s'ils étaient nourris par une source inépuisable, tandis que les fusils allemands s'étouffaient après chaque rafale, les tireurs comptant mentalement les balles restantes. Un soldat est tombé à côté de Weber, un mal de gorge ouvert par un éclat d'obus, ses doigts toujours confus autour d'un clip de munitions vides. Ce n'était pas un héros. C'était un homme qui avait passé sa dernière chance dans un pari que le haut commandement connaissait déjà perdu. Les vagues de vol ont éclaté contre les positions ennemies comme des marées contre les rochers. Ceux qui se sont approchés pour voir les Américains bien comportés sont confrontés à des équipements qui brillaient comme nouveaux, en un coup d'œil, la vérité que les généraux de Berlin ont refusé de prononcer, ils ne combattaient pas une armée. Ils combattaient un empire qui produisait la guerre comme sous-produit de leur propre existence. Un empire qui pourrait perdre des batailles, mais qui ne serait jamais vaincu par la faim. La nuit, alors que les flammes des véhicules détruits ont illuminé le ciel comme des torches funéraires, Weber a parcouru les tranchées de fortune. Les hommes ne parlaient plus de victoire. Ils ont parlé de pain. De lettres qui ne sont pas arrivées. Des enfants qui ne le sauraient jamais. Le lieutenant Schmitt l'a trouvé à côté d'un poste de commandement abandonné, les cartes disséminées sur une table en bois ébréchée. Le jeune officier n'avait plus l'expression de l'avant. Ses yeux, autrefois pleins du feu de la jeunesse nazie, ne reflétaient désormais que l'éclat déformé des explosions au loin. « Aeroberst » murmura, la voix rauque d'épuisement. « Hier, j'ai vu un camion américain coincé dans la neige. Ils l'ont abandonné, mais pas avant de brûler les fournitures qu'ils ne pouvaient pas prendre. Ils ont brûlé de la nourriture, des Oberst. Ils ont brûlé de la nourriture pendant que nos hommes mangent des coquilles de pommes de terre. » Weber n'a pas répondu. Il n'y avait pas de réponse. La propagande qui avait soutenu le Reich pendant des années ne s'est pas effondrée sous le poids des réservoirs ennemis, mais sous celui des canettes de viande en conserve jetées dans la boue, un déchet qui était le plus cruel des armes elles-mêmes. Ce n'est pas la supériorité tactique qui les a vaincus. C'était la preuve que pour les Américains, la guerre était un luxe. Pour l'Allemagne, ce fut un lent funéraire, où chaque jour moins de combat ne signifiait qu'un autre jour de faim en attendant ceux qui ont survécu. À l'aube, les ordres sont arrivés en verdict. Retrait stratégique. Des mots qui ressemblaient à une blague macabre aux oreilles de ceux qui croyaient encore à la stratégie. Les réservoirs qui avaient avancé avec des rugissements de triomphe posent désormais des biens immobiliers, des carburants sans carburant, des équipages dispersés comme mendiants à la recherche de tout ce qui brûlait. Les avions alliés, autrefois aveuglés par la neige, descendaient maintenant comme gaviao sur des colonnes d'approvisionnement qui n'avaient nulle part où courir. Chaque bombe qui est tombée était un rappel, l'hiver n'était plus allié. C'était un juge. Weber a donné l'ordre de retraite en sachant que ce n'était pas un mouvement tactique. Ce fut le début de la fin. Ce n'est pas la fin qui vient avec des agitations, avec des drapeaux et des discours, mais la fin de la fin, le genre qui est annoncé dans le silence des canons, dans la vidange des dépôts, aux yeux des hommes qui ne demandent plus s'ils mourront, mais quand. L'Allemagne ne perdait pas la guerre. Il était consommé par lui, dévoré par la même machine qui avait promis de dominer le monde. Et tandis que les bottes coulaient dans la neige qui ressemblait maintenant plus à un linceul qu'à un champ de bataille, Weber a compris, avec une clarté qui blessait en tant que blessure ouverte, cette défaite ne serait pas marquée par une reddition. Ce serait le moment où les derniers soldats, en vrac, ils cessent de marcher non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'auraient plus de force. Pas faute de volonté, mais faute de tout le reste. Il a transcendé sa propre idée de guerre telle qu'il la connaissait. Ce n'était pas seulement une question de munitions ou de rations, mais une machine de production qui fonctionnait sans épuiser, sans s'affaiblir, sans même montrer des efforts. Chaque canette de nourriture, chaque boîte de médicaments, chaque camion abandonné avec les moteurs encore chauds était une preuve silencieuse que l'Allemagne avait jetée contre un géant endormi et maintenant, convenu,
il n'avait même pas à se dépêcher de l'écraser. Weber a ressenti le poids de cette vérité dans le dos incurvé de ces hommes, dans les yeux vides qui ne cherchaient plus l'horizon, mais seulement le sol devant. Ils n'ont pas reculé, ils ont été ramenés par la marée d'une histoire qui avait déjà été écrite. Les ordres sont toujours arrivés, les cartes ont toujours été étudiées, les positions sont toujours défendues avec une discipline qui borde l'automatique, mais le cœur de la résistance, ce feu qui fait croire à un soldat que la prochaine attaque, la prochaine embuscade, la prochaine ligne de défense peut en quelque sorte inverser le cours des événements, ce cœur avait cessé de battre. Et puis est venu le moment où même les mitrailleuses se sont enfermées. Pas faute de munitions, mais par manque de sens. Les Américains ont avancé non pas comme une armée, mais comme une force de la nature, implacable, prévisible, inévitable. Leurs colonnes ne se sont pas précipitées car il n'y avait pas besoin. Chaque kilomètre gagné n'était qu'une formalité, chaque village pris, une page tournée d'un livre dont tout le monde connaissait déjà. Weber a regardé leurs hommes brûler des documents, détruire l'équipement, réaliser des protocoles qui auraient été sacrés à une autre fois, et ont vu en eux la même expression qu'ils devaient avoir à Little Bighorn, ou Napoléon à Waterloo. La compréhension tardive de cette défaite n'était pas une possibilité, mais une destination scellée bien avant le premier coup. Les lettres qu'ils ont écrites à la maison ne parlaient plus de victoire, pas même de survie. Ils ont parlé de la fin. Neige. L'odeur de l'essence brûlée et le son des moteurs américains, toujours au loin, s'approchant toujours. Un soldat, dans un billet trouvé dans sa poche après la mort, avait griffonné, ici, même la neige a l'air américaine. Blanc, propre, infini. Nous ne sommes que les empreintes qu'elle effacera. C'était la reddition de l'esprit avant même le corps. Lorsque Weber a finalement remis son rapport, sec, entraîneur, impeccable dans sa froideur militaire, les mots qu'il n'a pas écrits a crié plus fort que ceux qu'il a enregistrés. Nous n'avons aucun moyen de gagner, ce n'était pas un aveu, c'était un verdict. Et le pire n'était pas la défaite elle-même, mais la façon dont elle s'est révélée, non pas dans la frange des batailles, mais dans l'inventaire silencieux d'une nation qui avait tout parié dans un bluff et avait découvert, trop tard, que l'adversaire avait non seulement les meilleures lettres, mais avait même besoin de les regarder pour savoir qu'elle avait déjà gagné. Des années plus tard, dans un champ de prisonniers où le pain était blanc et de la soupe, épais, Weber se souviendrait de ses camions à Bastogne. Pas avec haine, ni avec envie, mais avec une sorte d'étonnement philosophique, comme qui témoigne du mouvement d'un équipement cosmique trop grand pour être compris. L'Allemagne avait combattu des chiffres, des formules de production, contre l'arithmétique implacable d'une nation qui pourrait perdre 1000 hommes et 1000 réservoirs et pourtant souriant, car de retour, à Détroit et à Chicago, d'autres 1000 unités quittaient déjà les lignes d'assemblage. Et c'est ainsi que la guerre s'est terminée pour eux, non pas avec un estampillé, mais avec le craquet de l'ouverture d'une porte d'entrepôt pour révéler des batteries de fournitures qu'aucune armée allemande ne pouvait épuiser. Pas avec une bataille décisive, mais avec la compréhension que quelque part au-delà de l'Atlantique, une usine a travaillé 24 heures par jour, et chaque vis qui a laissé ses tapis roulants était eu. Je cloue plus dans le cercueil de vos rêves d'empire. Les hommes de Weber ne se sont pas rendus le jour où ils ont baissé leurs armes. Ils se sont rendus dans ce froid décembre, quand ils ont vu que l'ennemi n'avait pas besoin de les battre, attendez-les. Et la neige, indifférente, a continué à tomber des deux côtés, comme si la nature elle-même savait qu'en fin de compte, aucun drapeau, aucun discours, aucune cause ne justifiait le gaspillage de ces jeunes corps gels dans des tranchées dont même les historiens ne se souviendraient pas. Mais alors que certains ont succombé au froid et à la faim, d'autres ont déplacé des engrenages que même la guerre ne pouvait pas se paralyser. Ce n'était pas seulement une question d'armes ou de stratégie, c'était la machine implacable d'une nation qui, même au milieu du chaos, pouvait nourrir des armées, soutenir des alliés et garder leur ville pulser avec une normalité que l'ennemi n'osait même pas rêver. Ce n'était pas une victoire de combat. C'est la défaite annoncée de ceux qui ont combattu un système qui s'est transformé en rareté en avantage, jusqu'au désespoir du calcul. Le conflit du Second World n'a pas décidé des champs minés en Normandie ou des ruines de Stalingradite, a été décidé des usines qu'ils n'ont jamais arrêtées, sur les silos qu'ils n'ont jamais vidés, au tableau où les familles mettent encore du pain pendant que le monde brûlait. La guerre n'a pas été surmontée par ceux qui ont mieux tiré, mais par ceux qui ont réussi, jour après jour, pour faire la routine impossible. Et quand les canons sont enfin silencieux, il était clair, le vrai pouvoir n'était pas en détruisant, mais pour continuer à se tenir debout quand tout le monde était tombé.